Le développement des grandes villes nous a coupés de plus en plus de la nature. Ce n'est pas que son besoin ait disparu, bien au contraire. C'est ce qui explique en particulier l'aménagement d'environnements aussi élaborés que celui dans lequel je me trouve présentement, l'aménagement de ces parcs urbains. Élément essentiel dans tous ces espaces, c'est les plans d'eau, ce qu'on pourrait appeler l'eau du loisir, par opposition à l'eau du travail. Par exemple, l'eau pour un pêcheur, pour celui qui prend du poisson, c'est une eau qui évoque le travail. Ou, si vous voulez, l'eau de la mythologie où Narcisse regarde son reflet. Au contraire, cette eau-là évoque le loisir. Et les peintres dont nous allons nous occuper aujourd'hui, qui sont les peintres impressionnistes, ont été intéressés à la fois par le défi technique de représenter des reflets dans l'eau. Ce n'était pas si facile, les peintres anciens n'y ont pas toujours réussi, mais aussi par le symbole de cette nature au milieu du monde urbain. Au fond, pour la première fois, on aborde les problèmes de la grande ville moderne, mais on les aborde par le biais de la nature, de ce par quoi elle ressemble moins à la ville. C'est une chose de respecter la sensation, c'en est une autre de peindre ce que l'on voit, ou, comme disait Manet, de peindre du premier coup ce que l'on voit. Comment peindre des reflets dans l'eau? C'est un problème technique qui nous paraît facile maintenant parce qu'au fond, les impressionnistes l'ont résolu avant nous, mais ce n'était pas un problème facile quand eux l'ont abordé. Non pas tellement à cause des difficultés, je dirais, purement techniques de peindre de l'eau ou des choses comme ça. À la fin du 19e siècle, les peintres étaient assez avancés dans les techniques réalistes, si on veut, pour peindre de l'eau de façon très convaincante. Vous n'avez qu'à penser au fameux tableau qui est au Louvre, le radeau de la Méduse, où vous avez effectivement au premier plan des plans d'eau qui sont tout à fait crédibles. La même chose, Manet lui-même, d'ailleurs, avait peint un fameux tableau, je pense que c'est une scène de bataille navale dans laquelle on a l'impression que les navires sont perdus dans une mer de verre. Donc, le problème technique de représenter de l'eau, sinon des reflets dans l'eau, n'était pas très grand, n'était pas très considérable pour les peintres de la fin du 19e siècle. Ce qui les arrêtait, en réalité, était un problème, je dirais, plus mental, plus de l'esprit, si on veut. C'est-à-dire, c'est le problème de comment peindre des reflets dans l'eau tout en sauvant l'unité du tableau. Parce qu'évidemment, si vous vous mettez à peindre des reflets dans l'eau, vous avez des taches de couleur qui s'en vont dans toutes les directions, qui envahissent en somme tout le plan d'eau, et ce que vous risquez de perdre à ce jeu, c'est l'unité du tableau. Le problème s'est posé d'autant plus qu'au fond, le paysage est devenu le genre par excellence, enfin, de la peinture à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Ça n'avait pas toujours été ainsi. Comme vous savez, le paysage avait d'abord été conçu un peu comme un fond ou un arrière-plan derrière des personnages. Devant se posaient donc des personnages et le problème de l'unité, c'est à ce niveau-là qu'il se posait. Si vous réussissiez à bien agencer vos personnages, à bien les disposer dans l'espace, vous sauviez l'unité du tableau. Mais à la mesure où les personnages commencent à prendre moins d'importance, c'est que le paysage, au contraire, s'affirme davantage, et surtout au moment où le paysage devient le seul sujet, ou à peu près, du tableau, là, des problèmes d'unité du tableau se posent avec beaucoup plus d'acuité. Les classiques avaient déjà réfléchi au problème, je veux dire donc les peintres du 17e, du 18e siècle, et ils étaient arrivés, au fond, à une espèce de système, si on peut dire. D'une part, vous voyez, il fallait suivre les lois de la perspective pour unifier tous les éléments du tableau, mais on pouvait aussi jouer sur la couleur. Et cet élément de coloris qui intervient là, à ce niveau pour sauver l'unité du tableau, il est très important. J'ai ici à côté de moi enfin, un petit schéma pour vous expliquer un peu comment il procédait, c'est-à-dire essentiellement ce que je vais vous expliquer, c'est ce qu'on appelle la modulation de la couleur. C'est-à-dire qu'on divisait, disons, un paysage, enfin là c'est vraiment un paysage minimal, réduit à sa plus simple expression, en deux zones. Vous aviez le ciel et la terre, si on veut, avec une ligne d'horizon entre les deux. Et alors, le ciel est peint essentiellement avec des couleurs froides, par exemple avec des bleus, ou avec qui s'en vont, qui se dégradent tranquillement jusqu'au blanc.
Par contre, le sol était peint avec des couleurs qu'on appelle chaudes, comme par exemple des ocres, des bruns ou des rouges assez orangés, etc. Alors tout ça faisait le sol, et là aussi, on reprenait le même type de dégradé. Au fond, vous obtenez là une espèce de structure. Je ne dis pas que tous les tableaux étaient faits exactement en suivant cette règle-là, mais en suivant essentiellement cette espèce de disposition du coloris. Or, moduler la couleur dans un système pareil, ça revenait, au somme, à uniformiser un peu tous les tons. Par exemple, si je place ici une couleur très vive, enfin qui se détache très bien de ce fond-là, pour la moduler, il faudrait que je la rabatte, c'était d'ailleurs le mot technique qu'on employait, vers le brun. Hein. C'est-à-dire que si je la couvre de couleur brun, vous allez voir que ce rouge va finir par, au fond, un peu s'intégrer au paysage, enfin, qui est derrière lui. Hein. Et alors, toutes ces modulations de la couleur, en somme, assuraient d'une certaine façon l'unité du tableau à l'intérieur de ce système qui a été, je vous dis, très populaire au 17e, au 18e siècle. D'ailleurs, le peintre, peut-être, qui a illustré ça le plus, ce système-là, c'est le peintre Claude Le Lorrain, qui a été un peu au 17e, en fait, celui qui était spécialisé dans les paysages. Ces paysages, souvent, comportaient des personnages ou un peu d'action. Enfin, on avait encore peine à faire des paysages à l'état pur. On leur donnait souvent encore des petits prétextes mythologiques. Mais essentiellement, si vous regardez comment c'est construit, vous avez les premiers plans qui sont assez chauds, qui sont dans les bruns. Et plus vous avancez dans le plan d'eau, plus la couleur devient pâle, si on veut. À l'horizon, alors il est presque blanc. Et le même système est répété pour le ciel, c'est-à-dire le haut est plus foncé, un peu plus soutenu, et vers l'horizon, ça se dégrade comme ça jusqu'au blanc. Hein. Alors, c'est le système qui va prévaloir, en somme, pendant un très longtemps. Il ne sera pas sans être contesté. Vous comprenez bien qu'à un moment donné, s'il est tolérable pour le genre de paysage que le Lorrain aimait, il va beaucoup moins bien, par exemple, quand il s'agissait de peindre des étendues de gazon vert. Hein. Ça a été le problème en particulier des peintres anglais, et je pense entre autres à Constable, qui a réfléchi là-dessus, et qui souvent, enfin, à cause même de son pays, avait des étendues vertes fort considérables à peindre. Et pour lui, évidemment, les peindre en jaune ou en brun ou en couleur chaude comme ça ne faisait pas de sens. Il disait au contraire qu'il fallait respecter le ton local, c'est-à-dire le ton des choses. Ce qui est vert doit être peint en vert. On raconte que pour démontrer cette chose-là à quelqu'un qui l'accusait de ne pas suivre les règles de la peinture, c'est-à-dire les règles que je venais de vous rappeler tout à l'heure, celles qui étaient mises en œuvre par le Lorrain, on aurait dit à Constable qu'il fallait au contraire qu'il peigne ses premiers plans dans les tons très chauds d'un violon. Hein. Alors, pour démontrer qu'il avait raison et qu'il suivait le système de la nature plutôt que le système de la tradition, Constable aurait déposé un violon sur la pelouse et il aurait dit à son interlocuteur, voyez la différence, enfin, voyez que les premiers plans dans la nature sont verts, ils ne sont pas orangés ou brunâtres ou comme dans un violon. Hein. Alors ça, ce respect du ton local, ça va être fait au nom d'un certain réalisme. Ça mettait éventuellement en péril l'unité du tableau, dépendant évidemment du sujet que vous traitiez. C'est pour ça que ce ne sera pas un système qui va être constamment retenu par tous les peintres du 19e siècle. On va trouver au contraire d'autres essais, enfin d'autres façons de procéder. Une qui est très célèbre, c'est le tonalisme. On pourrait dire que c'est comme une modulation de la couleur, non pas entre deux couleurs comme dans le système classique, mais autour d'une seule couleur. Le maître de ce genre d'effet, c'est Corot, quand il va peindre des paysages un peu vaporeux, un peu comme s'il y avait une brume, enfin. Alors cette brume, cette vapeur qui envahit tout l'espace de son tableau, c'est ce qui l'unifie aussi autour d'une tonalité principale, d'où le nom d'ailleurs donné à cette école de tonalisme. Le peintre américain Whistler, qui a vécu très longtemps en Angleterre, est aussi un bon représentant de cette école tonaliste. Hein. Alors, j'en arrive finalement, après cette évocation très rapide de la tradition, aux impressionnistes. Et il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire par le tableau qui a donné son nom au mouvement, Impression Soleil Levant. Comme vous le savez, ce tableau a été volé et on ne sait plus où il est. C'est assez paradoxal puisque c'est le tableau le plus célèbre de tout le mouvement et on le connaît évidemment grâce à des reproductions. On pourrait le voir comme un tableau tonaliste avec des effets de brume, sauf qu'au lieu de peindre des effets atmosphériques d'un jour triste, Monet aurait peint la lumière du matin au lever du soleil.
Pourtant, il y a une différence importante avec tous les tableaux tonalistes qui l'ont précédé, c'est, je dirais, l'aspect non fini du tableau. On a l'impression d'une esquisse. Et bien sûr, les peintres du 19e siècle pratiquaient l'esquisse, mais ils ne considéraient jamais ça comme des tableaux finis. Ils faisaient, en somme, des croquis sur le motif, puis ensuite revenaient à l'atelier, et là, ils produisaient leur tableau fini. Ici, au contraire, on a l'impression que, dans le cas de Monet, le tableau est déjà terminé, puisqu'il est d'assez grande dimension. Il mesure 48 par 63 cm, donc il ne peut pas s'agir d'une pochade, qui, comme le nom l'indique, une pochade est quelque chose qu'on pouvait mettre dans sa poche. Il s'agit vraiment d'un tableau terminé, mais qui garde ce côté non fini. Alors, pourquoi en est-il ainsi? Il me semble qu'il y a deux raisons qu'on pourrait avancer. La première est que Monet veut coïncider davantage avec la sensation. Dans la vie véritable, enfin dans la vie réelle, les choses sont perçues avec une très grande vitesse et nous avons cette faculté merveilleuse de pouvoir reconnaître des formes avec presque très peu d'indices. Ça a d'ailleurs été, ça a fait l'objet d'une démonstration, cette chose-là, par les psychologues de la perception. On s'est demandé à combien d'éléments une image pouvait être réduite pour être encore lisible. Alors, vous imaginez, on peut faire d'ailleurs cet effet-là avec des caméras de télévision maintenant. On peut donc photographier quelqu'un et le réduire, j'allais dire, en une espèce de carré ou de petite boîte de couleurs. Et il arrive à un point où il est tellement, si vous voulez, ces carrés sont tellement grands qu'on n'arrive plus à le reconnaître. Mais ce qui est fantastique, c'est qu'on peut donc quantifier ce phénomène-là et on peut arriver à dire, en somme, qu'on a besoin de très peu d'éléments colorés pour encore reconnaître un visage, pour encore être capable de lire une image. Hein. Alors, dans ce sens-là, cette faculté, j'allais dire, de reconnaître une forme avec très peu d'éléments, c'est une faculté qui a été retenue ensemble et exploitée par les impressionnistes. Hein. On peut réduire une forme à presque rien et être encore capable de la lire. Hein. L'autre raison qui, je pense, enfin, a fait qu'ils ont voulu garder ce côté esquisse, ce côté non fini du tableau, c'est que ça rendait la touche du peintre apparente. Et c'est d'ailleurs ce qui a suggéré le sous-titre de mon émission aujourd'hui, la touche du peintre, hein, par opposition à l'œil du peintre. C'est un élément qui est très important, qui apparaît à ce moment-là avec les impressionnistes. Comme si on voulait souligner que la représentation qui est faite là est aussi l'effet d'un travail. Mais pour vous montrer ça de façon efficace, je ne peux pas travailler uniquement avec des reproductions. Il faut que je vous amène au musée. Il faut qu'on voit vraiment les tableaux et qu'on les voit de très près. Il importe en effet d'être devant les tableaux véritables plutôt que des reproductions pour comprendre ce que j'aimerais vous démontrer. Que vous soyez devant un Monet, par exemple, ou n'importe quel tableau impressionniste, vous allez voir, si vous vous approchez davantage du tableau, on voit souvent des traces, ensemble, du travail du peintre. C'est peut-être plus évident encore dans le Pissarro qui est à côté de moi ici. Si vous vous approchez, vous allez voir qu'on peut parler vraiment de touche apparente, c'est-à-dire, enfin, la touche, c'est, si vous voulez, la trace du pinceau laissée sur la surface picturale, un pinceau chargé de peinture, comme si le peintre voulait nous dire à la fois, bon, d'accord, ceci est un spectacle, vous voyez, en fait, des péniches sur la scène, tout ça, mais c'est aussi un objet fabriqué de main d'homme. Si on remonte dans le temps et qu'on essaie de voir comment les peintres plus anciens, enfin, travaillaient, vous allez voir que ce phénomène de la touche apparente est beaucoup moins fréquent et on pourrait dire au contraire qu'on tente de la faire oublier complètement. Comme par exemple dans ce daumier, vous en avez un peu de touche ici dans le fond, enfin dans ce qui correspondrait à l'arrière-plan, mais les personnages au contraire sont traités de façon beaucoup plus lisse. Hein. Et alors finalement, si vous allez dans des tableaux carrément académiques comme ce Bouguereau, là on pourrait dire que toutes les interventions du peintre sont réduites, enfin sont oubliées. C'est comme si le peintre nous disait, voici ce tableau est un pur spectacle, ce n'est même pas un tableau, c'est deux petites filles dans un paysage, et il se fait oublier, il fait oublier complètement sa présence. Ce n'était pas l'approche des impressionnistes. Comme de même que les peintres académiques voulaient en somme presque donner l'impression que le tableau est un miroir et qu'il est complètement transparent à la réalité, au contraire, les peintres impressionnistes, en laissant la touche picturale, vous voyez, tellement apparente, ils réussissaient au contraire à donner une opacité au tableau. Non seulement ils n'en font pas simplement un miroir, mais ils l'affirment comme un objet et sur lequel on voit, en somme, cette matière avec ses rebords, avec toute sa
sa densité de matière. Et ce qui est peut-être intéressant de souligner en même temps, c'est que de cette façon-là, aussi en laissant ces traces si apparentes, il instaure une espèce de code qui est différent de celui de la représentation, parce que si vous commencez à faire attention uniquement à ces traces de la main du peintre, vous obtenez une autre lecture que celle que vous auriez si vous ne regardez que vaguement, plissant les yeux un peu de loin, comme ça, un spectacle. Hein. Donc, l'unité du tableau pour les impressionnistes est obtenue finalement de deux façons. Premièrement, en encourageant une espèce de balayage visuel rapide de toute la surface, et donc en encourageant une espèce de prise de conscience, en somme, de tout le tableau dans un moment qui est prégnant, qui est petit, si vous voulez. Et par ailleurs, en proposant, comme j'allais dire, comme deux codes de lecture. Un code qui est visuel, puis un code qui est plus tactile, qui est plus près de la touche picturale elle-même et qui renvoie à ce moment-là vraiment à la présence du peintre. On raconte que Renoir disait qu'il ne fallait pas regarder justement un tableau comme ça en plissant les yeux de loin, mais qu'il fallait le prendre et le regarder comme ça à bout de bras. Hein? C'est-à-dire, Renoir tenait exactement à ce qu'on voit aussi le travail du peintre, qu'on ne voit pas simplement l'effet produit, mais également le travail du peintre. Mais vous allez me dire, les reflets dans l'eau, en effet, c'est presque oublié. Il est temps d'y revenir. Et là, le tableau qui va nous permettre de revenir à ce sujet, c'est un tableau qui s'intitule La Grenouillère. Avant de vous le présenter, juste un mot sur la localisation, enfin, de ce sujet. Il semble que et Renoir et Monet, à ce moment-là, vivaient l'un près de l'autre, enfin, dans deux petits villages près de Paris, un à Bougival et l'autre à Auvray, et ils se visitaient souvent, et aussi ils allaient dans une espèce d'établissement de bains où toute la jeunesse bourgeoise du temps se réunissait et qu'on appelait la Grenouillère. Et c'est le prétexte, si vous voulez, de leur tableau. Quand on voit le tableau, alors on a évidemment, bien sûr, le problème, les reflets dans l'eau, on les voit très, très bien. Ce sont, en somme, des barques, des jeunes gens qui s'amusent et, bien sûr, nos fameux reflets dans l'eau. Une des conséquences immédiates du reflet dans l'eau, c'est de faire éclater le ton local. Hein? Vous n'avez plus... les barques sont comme, disons, multipliées par toute une série de taches qui se distribuent sur la surface et on peut parler vraiment d'un éclatement du ton local. Rappelez-vous ce que je vous disais avant là, sur Constable ou sur les maîtres anciens. Là, au contraire, on a une espèce de dispersion, en somme, de toutes ces tâches. Et on a donc abandonné le système très rigide du tonalisme, ou même le système plus ancien là, de Claude. Et l'unité du tableau vient plutôt du sentiment qu'on a que toute la surface picturale a été investie de la même intensité de lumière et de couleur. Autrement dit, l'unité vient moins du ton dominant, comme chez les tonalistes, comme chez Corot, que de la saturation égale de la couleur. Hein? On connaît un autre tableau tout à fait semblable à celui-là qui a été fait par Renoir et qui a donc le même titre et qui a été fait dans le même temps avec presque le même point de vue et où vous retrouvez à peu près les mêmes éléments que je vous signalais. Hein? Alors, on ne se douterait pas, à regarder ces tableaux qui ont l'air, au fond, très gais, que les peintres qui les ont peints se plaignaient de situations financières absolument horribles à l'époque où ils peignaient ces tableaux. Je voudrais que vous écoutiez quelques citations qui seront accompagnées d'ailleurs des portraits de ces peintres, et vous allez voir, enfin, dans quelle situation épouvantable ils se trouvaient. J'ai pensé, et j'espère que vous m'excuserez, que... puisque déjà vous aviez trouvé de moi une toile de votre goût, vous voudriez peut-être voir les quelques toiles que j'ai pu sauver des saisies et de tout, car j'ai pensé que vous seriez assez bon pour me venir un peu en aide, car mon état est presque désespéré. Et le pire est que je ne puis même plus travailler. C'est ce que Monet écrivait à un collectionneur du Havre qui lui avait déjà acheté une toile, Arsène Houssaye, en juin 1869, donc au moment même où il peignait le tableau La Grenouillère. Même son de cloche ensuite dans une lettre à Basile du mois d'août de la même année. Voulez-vous savoir dans quelle situation je suis et comment je vis depuis 8 jours que j'attends votre lettre? Eh bien, demandez-le à Renoir qui nous a apporté du pain de chez lui pour que nous ne crevions pas. Depuis 8 jours, pas de pain, pas de vin, pas de feu pour la cuisine, pas de lumière. C'est atroce. Apparemment, Renoir n'allait pas mieux. Voici ce qu'il écrivait de son côté au même Basile. On ne bouffe pas tous les jours. Seulement, je suis tout de même content parce que
Pour la peinture, Monet est une bonne société. Je ne fais presque rien parce que je n'ai pas beaucoup de couleurs. Quand John Rewald, qui est un historien anglais des impressionnistes, enfin, qui est très connu comme tel, cite le passage que vous venez d'entendre, quand, en somme, Monet dit qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de pain, qu'il n'y a pas de vin, qu'il n'y a pas de lumière, pas de feu, etc. Quand il fait cette citation, il omet « il n'y a pas de vin » parce qu'évidemment, en milieu anglo-saxon, le fait de ne pas avoir de vin ne sera pas considéré comme étant attaqué par une misère épouvantable, alors qu'en milieu français, évidemment, on comprend que l'absence de vin était considérée comme un signe de misère. Il faut faire attention avec des textes de ce type-là. Par exemple, il faut savoir que Monet, là, qui se plaint tant et qui, d'ailleurs, était très habile pour taper le client, si on peut dire, il savait comment vendre ses trucs et comment se vendre finalement. Ce même Monet qui se plaint tant, vous dis-je, possédait une villa avec jardinier 5 ans après que ce texte a été écrit. Hein. Et d'ailleurs, vous savez qu'il finira sa vie dans un domaine magnifique, à Giverny, avec des étangs de nénuphars, des petits ponts, etc. Enfin, il finira par connaître un certain succès. La même remarque s'appliquerait aussi à Renoir. Il faut faire attention parce qu'au fond, on a tendance à associer, je dirais, c'est presque un poncif, l'avant-garde au misérabilisme. Hein? Ce qui est impliqué, évidemment, c'est que des peintres d'avant-garde sont tellement en avance sur leur temps qu'ils n'arrivent pas à convaincre personne de leur talent, qu'ils n'arrivent pas à vendre, et ils sont donc dans la misère. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et c'est surtout pas souvent le cas très longtemps. Ils finissent par être plus ou moins récupérés par la société et ils vivent, ma foi, très bien. Hein. Je ne dis pas ça pour déprécier le talent de Monet ni de Renoir, mais simplement pour vous mettre en garde un peu contre ces poncifs, en somme, sur l'avant-garde et la misère. Hein. Rappelez-vous qu'en fait, avant d'être un cri du cœur ou l'expression d'une passion déchaînée, un tableau est d'abord un problème à résoudre, hein, et un problème visuel, un problème plastique à résoudre, comme par exemple comment peindre des reflets dans l'eau sans briser l'unité du tableau. Avec le pont d'Argenteuil, Monet nous démontre que la façon dont les peintres impressionnistes résolvent les problèmes qui se posent n'est pas, disons, je dirais, rigidement systématique. Comme par exemple ici, le fractionnement du ton local, vous l'avez bien dans les reflets dans l'eau, mais vous ne l'avez pas distribué sur toute la surface de la toile. Il y a des passages qui sont peints de façon assez unie, comme le ciel, et ce n'est qu'en somme que les reflets du pont d'Argenteuil lui-même dans l'eau qui subissent un certain fractionnement comme ça. Autrement dit, pour chaque tableau, le problème est repris. Et on pourrait dire d'ailleurs que c'est assez caractéristique des impressionnistes, cette approche-là, de donner beaucoup d'individualité au tableau, de nous donner l'impression qu'on est en présence d'un événement, d'un moment qui a duré peu d'instants, et donc de nous rendre aussi en même temps le peintre très présent de cette façon-là. Il existe 2 versions de ce tableau qui s'intitule « Le boulevard des Capucines », dont l'une a été présentée à la toute première exposition des impressionnistes en 1874. Le point de vue adopté ici par Monet n'est pas aussi quelconque ou allant de soi qu'on pourrait le croire. C'est le point de vue que vous auriez si vous étiez situé au 5e ou au 6e étage d'un édifice et que vous regardiez par la fenêtre. D'ailleurs, si vous regardez sur la droite, on a presque une amorce de cette fenêtre. En fait, on sait qu'à ce moment-là, disons, Monet se trouvait chez le photographe Nadar et il habitait justement au 5e étage. Et la scène qu'il voit, c'est la scène qu'il voyait de la fenêtre de ce photographe en face sur le boulevard des Capucines. Hein. Et alors, donc, à première vue, ce qu'on voit, donc, c'est une foule. Les personnages sont tellement petits que tout ce qui serait le côté anecdotique, avec qui nous permettrait de savoir de qui il s'agit, tout ça, soit presque réduit à néant. Et même, d'ailleurs, en approchant du tableau et en voyant de très près les détails, vous ne seriez pas plus avancé. On aboutit d'ailleurs plutôt à une espèce de semis de tâches qui fait penser presque à un tableau abstrait. Et c'est au contraire en reculant du tableau, en revenant donc à sa dimension normale, qu'on se rend compte qu'il s'agit de l'évocation d'une foule comme ça sur le boulevard dans un bel après-midi ensoleillé. Hein. Et on a dit d'ailleurs que les impressionnistes étaient les peintres de la foule anonyme, dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est toujours ce que je vous disais au début, c'est-à-dire ils sacrifient volontiers le détail en se fiant davantage à notre faculté de reconnaître comme ça des formes avec très peu d'éléments, avec très peu d'indices. Hein.
Cette mise en scène que vous voyez ici, elle a été reprise très souvent par les impressionnistes. Il y a un tableau de Pissarro qui reprend exactement à peu près le même point de vue, lui aussi, est au-dessus de la scène, sauf qu'au lieu de mettre l'accent sur les personnages, il a mis beaucoup plus des voitures et le trottoir est moins important, mais essentiellement, c'est un peu la même disposition. Hein. Les tableaux, ces tableaux sur ces thèmes de ville, si on veut, innovent aussi d'une autre façon. Le grand historien français Franck Castel a marqué justement que malgré les apparences, les tableaux impressionnistes, au moins ceux-là, semblent encore rendre hommage, au fond, aux lois de la perspective. Le schéma de composition de la plupart des toiles impressionnistes est strictement analogue à celui d'une toile classique. Les points d'appui de la composition s'estompent sous le semis des touches colorées qui reproduisent le tremblement de la lumière, mais ramené à ces lignes générales, le tableau suggère toujours le fameux espace cubique de la Renaissance et l'on regarde toujours à travers la fameuse fenêtre d'Alberti. Malgré alors les apparences, il y a peut-être plus de distance que Franck Castel le suggère avec le point de vue des hommes de la Renaissance. Vous voyez, par exemple, ce qui est très frappant dans les tableaux impressionnistes, même si en fait ils sauvent quelque chose de la perspective, c'est que vous avez aussi une impression de l'ici et maintenant, l'impression d'une scène qui a été croquée sur le vif, qui a été prise très rapidement là, quand ça se passait. Vous n'avez pas ça dans les tableaux qui utilisent la perspective comme on le faisait à la Renaissance. La perspective, c'est un système géométrique, c'est un système un peu abstrait d'une certaine façon, et on est situé en réalité dans une espèce d'espace absolu, dans un temps qui n'est pas le nôtre. Hein. Alors que dans le cas des impressionnistes, au contraire, on a très souvent cette impression de croquer sur le vif de quelque chose, d'une scène dans laquelle le peintre était directement impliqué. Alors, les systèmes que les impressionnistes ont adoptés pour mettre en scène leurs tableaux ont varié. Vous savez, on ne pourrait pas les classer comme ça dans un seul système. Par exemple, d'un tableau qui s'appelle Les Peupliers, on a l'impression que là, la perspective ne joue aucun rôle. Au contraire, le tableau est structuré selon une espèce de grille, c'est-à-dire de barres verticales et d'horizontales, qui fait que, d'une certaine façon, le tableau comme surface est très affirmé dans ce cas-là. Hein. Et c'est ça, il faut voir au fond les tableaux un par un, essayer de les comprendre tels qu'ils se présentent, les impressionnistes variant souvent leur approche et leur façon d'attaquer en somme les problèmes de mise en page et de perspective. Que devient la figure humaine dans ce système? Les impressionnistes, qui ont beaucoup renouvelé notre conception du paysage, ont-ils été aussi innovateurs quand il s'est agi de représenter la figure humaine? Hein? Là-dessus, évidemment, les anciens avaient pris une avance considérable parce que de leur point de vue, le paysage avait toujours été considéré un peu comme un genre mineur. Hein. Par exemple, on peut citer Léonard de Vinci qui donnait une espèce de conseil comme ça à Botticelli en disant que pour faire les paysages, pour avoir des idées sur les paysages, il suffisait d'écraser une éponge pleine de couleurs sur une toile et alors toutes les coulisses et les dégoulinures qu'on obtiendrait comme ça pourraient obtenir des idées pour faire des paysages. Hein. Alors donc, ils considéraient un peu ça comme un genre mineur, mais au contraire, ils avaient beaucoup travaillé sur la représentation du corps humain, sur l'anatomie et sur la notation, en somme, des expressions du visage également. Alors là-dessus, ils avaient en particulier une technique qui forme la tradition et par rapport à laquelle, évidemment, les impressionnistes vont avoir à se mesurer. Et cette technique, c'est celle qu'on appelle la technique du modelé. Hein. Modeler, c'est, à ne pas confondre avec moduler, si on veut. Modeler, ça consistait à suggérer le volume, et en particulier les volumes du corps humain. Et la façon, évidemment, c'était de procéder, si vous voulez, très graduellement du bord de la forme vers son centre, en passant par toutes les nuances, si vous voulez, du sombre au clair, et de manière à créer vraiment l'impression d'un volume. Alors ça, cette technique-là avait été très reprise à plusieurs reprises, et on peut dire, les impressionnistes la reçoivent comme une tradition et vont en voir à se mesurer. Dans le tableau que Renoir a intitulé La Loge, qui est extrêmement célèbre, vous allez voir un peu à quel carrefour il se situait. Si vous arrivez à voir le tableau en ne faisant attention qu'à la couleur,
vous allez voir que la couleur délimite des airs qui ne correspondent pas du tout à la perception, j'allais dire, mais qui sont beaucoup plus fidèles à la sensation. C'est-à-dire, c'est comme si les taches noires et les taches bleu pâle ou blanches ne coïncidaient pas avec la forme des êtres qui sont là. Autrement dit, là-dessus, le découpage, en somme, des formes dans le tableau, là-dessus, Renoir prend beaucoup de liberté. Par contre, si vous vous approchez du visage de la jeune fille qui est là ou de la jeune femme qui est là, vous allez voir qu'il est beaucoup plus prudent, qu'il s'en est tenu finalement davantage aux techniques plus traditionnelles du modelé. Alors, les couleurs sont comme indépendantes de la forme, mais quand il s'agit de faire un visage, là, Renoir se rabat davantage sur les techniques traditionnelles du modelé. Renoir va être plus innovateur dans ce grand tableau qui s'appelle Le Moulin de la Galette. Vous savez, le Moulin de la Galette, c'était une salle de danse à Montmartre. Hein? Cela consistait en une espèce de grand hangar. Et tout près, il y avait 2 vieux moulins où les gens montaient pour aller voir la vue, d'ailleurs. Et il y avait aussi un manège à chevaux, des tables où on servait des rafraîchissements et les fameuses galettes qui ont donné le nom à l'établissement. Il y avait enfin une cour ombragée, c'est celle qu'on voit dans le tableau, avec quelques acacias, et on permettait aux gens de danser là jusqu'à minuit. Hein? Renoir fréquentait cet établissement depuis longtemps, où l'on favorisait un certain brassage social. Ce serait difficile de dire que c'était un bal populaire, parce qu'un peu toutes les classes de la société s'y retrouvaient, et Renoir en particulier y engageait ses modèles. Hein? C'était un endroit où il recrutait les modèles. Et d'ailleurs, pour son tableau, il avait demandé les services de plusieurs jeunes gens. Il avait même, paraît-il, apporté aussi cette grande toile dans un atelier sur la rue Cortot, qui est tout près de là, et il apportait même la toile même sur les lieux pour vérifier un peu les effets obtenus durant les nombreuses séances de pause. Hein. Le résultat, d'ailleurs, est étonnant. Non seulement il s'agit d'une sorte de morceau de bravoure, si vous voulez, puisque c'est comme un tableau historique, comme les peintres académiques en faisaient avec plusieurs personnages dans un décor extérieur, mais en même temps, la lumière est traitée d'une façon tout à fait remarquable. Si vous remarquez, Renoir a tenté de noter les espèces de taches lumineuses d'ombre et même de pénombre sur le dos des personnages, en particulier au premier plan, quand la lumière passe à travers les arbres et crée ces espèces d'effets un peu mouvants. Hein? Et alors, dans Le Moulin de la Galette, si on veut, c'est la première fois qu'il explore un peu cette façon de représenter les corps humains sans s'en tenir strictement, disons, au système du modelé des anciens. Dans le tableau qu'il intitule La balançoire, on peut peut-être dire que ces effets-là sont encore plus clairs parce que là, il y a moins d'événements. C'est un tableau, si vous voulez, plus dépouillé puisqu'on a à toute fin pratique 3 ou 4 personnages qui se trouvent là. Et surtout, si vous regardez la robe de la jeune fille, la façon dont c'est traité, là, les taches de lumière et d'ombre et de pénombre sont beaucoup plus nettes, sont beaucoup plus faciles à voir. Et d'une certaine façon, là, on peut dire que Renoir prenait un peu ses distances avec les systèmes traditionnels. Quand enfin il risque de représenter un nu de la même façon, avec son torse effet de soleil, là on peut dire que ces taches d'ombre et de pénombre sont telles que ça a beaucoup surpris à l'époque. Et là encore, il est intéressant de citer les critiques du temps, un critique du Figaro qui a été tout à fait époustouflé par cette façon de traiter la figure humaine. Essayez d'expliquer à M. Renoir qu'un torse de femme n'est pas une masse de chair en voie de décomposition, couvert de taches vertes et violettes annonçant l'état de putréfaction avancé d'un cadavre. Cette façon de réagir peut paraître tout à fait étonnante, hein, parce que maintenant, évidemment, on aurait pu, même de loin, l'idée de considérer comme une lépreuse ou comme quelqu'un qui est en état de putréfaction une des baigneuses de Renoir. Hein. Mais ça montre justement comment cette façon de peindre était considérée comme peu habituelle, enfin, par les gens de l'époque. Ils sont tellement surpris devant ce qu'ils voient, alors ils font ces réactions très négatives. Hein. Malgré tout, alors pour conclure un peu ce chapitre, si on veut, sur le traitement de la figure humaine par les impressionnistes, on peut dire que les innovations étaient moins radicales qu'à propos du paysage. Hein. Ils ont tenté, enfin, de mettre en question un petit peu le modelé, c'est surtout Renoir qui l'a fait d'ailleurs, mais ils l'ont fait prudemment et très vite, on pourrait dire que les plus grands peintres impressionnistes, en particulier Claude Monet, va se désintéresser de ce problème
de la figure humaine. Il va presque l'éliminer après la foule anonyme du boulevard des Capucines, si on veut. Il va revenir vraiment à la nature et à la fin de sa vie, comme je vous disais, il va être à Giverny et là, ça va être les étangs de Nénuphar, ça va être en somme les spectacles de la nature qui vont l'intéresser. En revenant à la nature, Monet va revenir à la sensation. Et là, ce qui est très important de voir maintenant, c'est qu'avec le retour à la sensation, c'est-à-dire à l'expérience directe de la nature, Monet va être aux prises une nouvelle fois, si on veut, avec la notion de série. C'est-à-dire que vous pouvez considérer le même spectacle à différents moments du jour ou de la nuit, et le voir de façon complètement différente. C'est-à-dire donc, en vous fiant à votre sensation, vous êtes amené presque obligatoirement à cette notion de série. Et effectivement, Monet va exploiter ses recherches sur la série dans différents thèmes, enfin, que je voudrais vous présenter maintenant successivement. Le premier, ça a été la série des gares de Saint-Lazare. Hein? La gare de Saint-Lazare, c'est la gare par laquelle on arrive à Paris à l'époque. Alors donc, c'est la gare que tout le monde connaît. C'était un édifice que certains trouvaient horrible parce que c'était un mélange de fer et de verre et que d'autres, au contraire, trouvaient tout à fait moderne, ou nouveau, surtout avec ces grandes machines fumantes. Et alors, toute cette fumée, etc. Alors, faisait que c'était un spectacle constamment changeant, si on veut. La gare de Saint-Lazare, avec l'arrivée des trains, d'une minute à l'autre, on pourrait dire que le spectacle changeait complètement. Alors, Monet installe son chevalet là-dedans et commence à noter, en somme, des variations de ce spectacle sans beaucoup changer d'angle, enfin, toujours avec ce toit, si vous voulez, qui fait comme une espèce de triangle au-dessus, et on pourrait presque parler d'une composition en losange. Enfin, donc, la composition ne change pas beaucoup, mais les effets, si vous voulez, de vapeur et de fumée changent beaucoup. D'ailleurs, c'est curieux, c'est Degas qui avait parlé que la fumée et les vapeurs devaient être, disons, un sujet moderne. Hein? De la fumée. Fumée des fumeurs. Pipe, cigarette, cigare. Fumée des locomotives, des cheminées de manufacture, des bateaux à vapeur. Destruction de la fumée sous les ponts. Vapeur. Le soir. Des sujets à l'infini. C'est Degas qui écrivait cela, mais c'est Monet, finalement, qui a rempli le programme. Hein? La fumée, qui est son sujet principal, est presque aussi un symbole de la sensation qui change continuellement. Hein? La fumée change toujours de forme et on peut dire de la même manière, enfin, notre œil est constamment bombardé par de nouvelles séries d'images. Hein? L'autre sujet que va aborder Monet, en fait du même type, mais peut-être de façon encore plus célèbre, c'est la fameuse série des meules. Hein. Il a exposé ça en 1891 chez Durand-Ruel, 15 tableaux qui représentaient des meules de foin. Alors là, non seulement on n'est pas dans la vie moderne, mais on a l'impression de retourner même à ces thèmes ruraux qu'affectionnaient des gens comme François Millet au début, enfin, dans une époque un petit peu antérieure. Mais en réalité, ça n'a rien à voir avec ça, ça n'a rien à voir avec l'agriculture, les meules de Monet. C'est une autre façon, disons, d'aborder le problème de la vision, toujours changeante, de la sensation, et de noter, en somme, le long d'une série, ces sensations toujours changeantes de la réalité. Alors, Monet a raconté qu'il avait d'abord cru que deux toiles, l'une faite par temps gris et l'autre en plein soleil, auraient suffi pour démontrer ce qu'il voulait établir, à savoir la primauté de la sensation sur les connaissances que nous avons déjà dans notre appréhension du réel. Mais en peignant, il se rendit compte que les deux moments choisis ne représentaient que deux moments parmi d'autres, dans une longue chaîne d'effets tout aussi intéressants. Seule une série de tableaux pouvait rendre compte du phénomène dans toute son ampleur. Et la recension des effets obtenus est en effet étonnante. Par exemple, dans ce tableau qui s'intitule « Meule effet d'hiver hein, », l'éclairage principal de la scène vient d'en arrière. Et comme le grand physiologue de la perception Hermann von Helmholtz l'avait fait remarquer, sous ce type d'éclairage, les objets ont tendance à apparaître comme aplatis, entourés d'un nimbe de lumière difficile à distinguer de leur ombre. Et d'ailleurs, on le voit très bien dans le tableau de Monet.
Inutile de dire que pour Helmholtz, ce type d'éclairage était précisément ce que les bons paysagistes devaient éviter. Hein. Pour Monet, au contraire, il représentait un de ces effets qu'il tenait absolument à recenser. Et la série des Meules explore aussi les possibilités des différents cadrages, notion que la photographie nous a appris à prendre très au sérieux. Hein. Chaque cadrage renvoie à une position et à une distance du peintre par rapport à son motif, et le cadrage, c'est le plus sûr signe de l'ici et maintenant du point de vue adopté chez Monet. Nous l'avons vu à plusieurs reprises, il n'est jamais indifférent. Après la série des Meules de foin, Monet aborde celle des cathédrales. Vous allez me dire pourquoi, mais au fond, comme il avait traité ces meules de foin dans des couleurs qui ont presque l'éclat du vitrail, peut-être que la transition est moins brutale et moins étonnante qu'on pourrait le penser. Et là aussi, ce qu'il va explorer, enfin, d'un tableau à l'autre, c'est des effets d'éclairage, d'ailleurs, qui sont souvent décrits très minutieusement dans les titres même du tableau. S'il vous dit la cathédrale de Rouen, le portail et la tour Saint-Romain, plein soleil, harmonie bleu et or, eh bien, vous êtes, ça définit très, très bien une certaine heure du jour du matin, là, dans ce cas. Cathédrale de Rouen, effet de soleil, le portal de la tour d'Albane, plein soleil. Toujours, donc, on a cette spécialisation, j'allais dire, des moments choisis par le peintre et représentés comme ça en série. Il y a d'ailleurs une magnifique citation qu'on pourrait donner de Monet lui-même, où il explique très bien, enfin, comment ces tableaux-là ont été faits, comment presque en donnant des conseils, enfin, à quelqu'un qui voudrait un peu refaire le même effort que lui. Hein. Essayez d'oublier la nature des objets qui sont devant vous. Ne faites que penser. Ici, il y a un petit carré de bleu. Là, une forme ovale en rose. Là, une touche de jaune. Et peignez-les exactement avec la forme et la couleur qui vous apparaît, de manière à obtenir une impression tout à fait naïve de la scène. En somme, toujours l'option pour la sensation plutôt que la perception. Hein. Et d'ailleurs, le phénomène que décrit Monet dans cette citation, il est très bien vérifié par les psychologues de la perception. Vous savez, vous pourriez faire l'expérience presque vous-même, j'allais dire, je vais essayer de la faire un petit peu à l'écran. Si vous avez un cercle, disons, d'une couleur, mettons rouge ou quelque chose comme ça, et que vous le regardez de façon très intense pendant, mettons, une minute sur un fond blanc, et qu'ensuite vous éteignez ce cercle rouge, vous allez voir apparaître la complémentaire de cette couleur, c'est-à-dire dans le cas d'une espèce de vert turquoise, un peu cyan, si on veut, qui va apparaître comme ça, un cercle également. Autrement dit, c'est comme si chaque couleur engendrait sa complémentaire comme ça, et donc créait ces effets que décrivait justement très bien Monet, et qu'il avait essayé de peindre directement dans son tableau. Hein. Donc là, en somme, c'est toujours la même option pour la sensation contre une interprétation, enfin, trop poussée du réel et qui nous coupe, en somme, de cette expérience directe qu'on pourrait avoir avec les choses. Hein. Et avec la fin de sa vie, Monet va explorer encore plus, en fait, toutes ces sensations. Vous savez qu'il finit par faire d'immenses tableaux consacrés simplement à un étang de nénuphar avec des reflets dans l'eau, des nuages qui passent, etc. Tableaux immenses qui contredisent justement ce que étaient toujours les grands tableaux au 19e siècle. Les grands tableaux étaient constamment là pour affirmer des contenus collectifs, j'allais dire presque des contenus politiques. Au contraire, ici, dans le cas de Monet, ces grands états infinis, si on veut, nous rappellent plutôt un monde intime. C'est son monde à lui, c'est son monde d'exploration de l'infini, mais vu d'un infini optique, j'allais dire. Nous avons parlé finalement à peu près exclusivement de Monet et de Renoir, et il y aurait évidemment beaucoup d'autres peintres impressionnistes qu'on aurait pu aborder dans le peu de temps que nous avions. Je pense à Basile, enfin, qui a renouvelé beaucoup la notion de nature morte. Il y aurait Sisley, il y aurait Marquer, enfin, il y en aurait bien d'autres. Mais je pense qu'au lieu de simplement continuer cette énumération, de vous présenter rapidement des tableaux, j'aimerais mieux profiter justement de cette deuxième leçon sur l'art moderne. Et parce qu'au fond, les impressionnistes ont été un peu les premiers à le faire, à revenir sur ce qu'on pourrait appeler la conception moderne du tableau. Hein.
Et si j'avais à la caractériser d'un mot, je dirais que ce qui a été essentiel à l'époque contemporaine, c'est l'introduction de nouvelles dimensions critiques dans le tableau. Je m'explique. Vous savez, on pourrait considérer le tableau, et il a toujours été ça, comme un objet fabriqué de main d'homme. Ceci n'est pas nouveau, ça a toujours existé. Mais quand je dis qu'avec l'époque contemporaine, on introduit une dimension critique, ça veut dire que non seulement l'objet est fabriqué de main d'homme, mais on essaie, dans la structure même du tableau, de le faire sentir par un artifice quelconque, si on veut. Le spectateur qui est mis en face du tableau va comprendre qu'il s'agit en effet d'un objet fabriqué de main d'homme. Bon, il y a donc cet aspect chose qui est propre au tableau. Je ne sais pas si vous avez eu la curiosité de regarder ces petits cartons dans les musées qui accompagnent les tableaux, dans lesquels on voit précisément l'auteur, le titre, mais je ne sais pas si vous avez lu un peu tout le carton, et aussi éventuellement dans les catalogues de musées, on retrouve un peu le même type de renseignements. Qu'est-ce qu'on dit essentiellement sur le tableau? Vous allez voir, on le conçoit essentiellement comme une chose. Première chose qu'on dit, donc, c'est son auteur, le nom, le prénom du bonhomme qui l'a fait. Ici, Renoir, disons, et Pierre-Auguste. Bon. Et là, par ailleurs, vous avez aussi le titre, puis ensuite, alors, vous avez la matière avec laquelle il est fait. Une chose, c'est très important de la définir par sa matière. Alors, huile sur toile, aquarelle sur papier, ou des fois, pour des tableaux beaucoup plus contemporains, mix média, là, c'est quand il y a tellement d'objets qui entrent dans la composition qu'on ne sait plus trop comment les désigner. Ensuite, vous avez la dimension. Là aussi, c'est bien l'état de la chose qui est présenté avec ses dimensions en centimètres. Et vous avez alors des inscriptions, c'est-à-dire ce qui est écrit sur le tableau, la signature du peintre, la date éventuellement, et finalement, on vous indique qui est le possesseur de ce tableau, de quelle collection il fait partie. Ces renseignements ne sont pas négligeables. Ils sont on pourrait dire presque la carte d'identité du tableau. Une bonne fiche technique, ça sert aux conservateurs de musée, ça sert aux historiens d'art, etc. Ça permet en somme de distinguer ce tableau d'un autre, etc. Il y a aussi, on voit le tableau comme une chose, et on pourrait dire c'est encore plus sensible, enfin, quand vous consultez, par exemple, des catalogues raisonnés, c'est-à-dire ces catalogues dans lesquels on vous donne tout l'œuvre de l'artiste, et on vous dit, alors, par quelle main il est passé. Alors, on voit vraiment, c'est presque un aspect un peu commercial. Dans les catalogues de vente, d'ailleurs, on retient les mêmes renseignements, plus un, qui est le prix. Alors, tous ces aspects existent, je vous dis, depuis longtemps. Le tableau est bien défini comme une chose. Mais là, pour les artistes contemporains, c'était, d'une certaine façon, de réapproprier, j'allais dire, la possession de cette chose par l'artiste. Enfin, il voulait simplement indiquer clairement que cette chose qu'on décrit de façon très abstraite, un peu en dehors de lui appartient. Parce que ces fiches techniques, au fond, d'une certaine façon, laissent un peu côté l'artiste. Bien sûr, on lui attribue l'œuvre, on dit ici c'est un Renoir, mais d'une certaine façon aussi, comme je dis, on lui attribue l'œuvre, c'est-à-dire que l'attribution est l'objet d'un long raisonnement. Imaginez aussi quand le tableau n'est pas signé. Alors là, c'est encore beaucoup plus compliqué parce qu'il faut faire des documents, il faut faire intervenir des documents d'archives, démontrer que le tableau a été vraiment fait par quelqu'un, faire des comparaisons de style. On dit on reconnaît ici la main de Renoir, etc. Et alors donc, là, on pourrait dire cette appropriation de l'artiste de l'extérieur, comme ça, se fait assez péniblement. Alors l'artiste a voulu un peu contourner cette façon de procéder et il a voulu, en somme, laisser sa marque dans le tableau en insistant sur le fait que le tableau est fabriqué de main d'homme, est fabriqué par lui. Et alors, ce besoin, ou si on veut, cette tendance à donner de l'importance à l'originalité, à l'authenticité du tableau est tout à fait contemporaine. Ça aurait été bien impensable pour des artistes du passé, disons, d'insister tellement sur la présence du peintre dans un tableau. En particulier quand il traitait des sujets religieux. Là, on aurait pensé au contraire qu'il fallait que le peintre, enfin, s'efface, ne fasse le moins d'intervention possible. Après tout, l'iconographie religieuse d'un tableau est définie, disons, par un clergé, est définie par des règles précises, par des conciles éventuellement. Alors, il n'a qu'à exécuter ce qu'on lui demande. Il n'a pas à prendre des distances avec son modèle ou à inventer des choses. On connaît, par exemple, le cas célèbre de Caravage qui a osé supprimer l'auréole derrière la tête du Christ dans la représentation des pèlerins d'Emmaüs. Ça a été très mal vu, ça. C'est une chose qui ne pouvait pas se faire, vous voyez. Même une petite liberté de ce type-là était très mal vue. Et au contraire, des peintres plus classiques, là, comme Thierry Bou, font tout pour justement coïncider avec
en fait, ce que leur patron leur demandait. Hein. Alors, ils faisaient le mieux possible, enfin, et vraiment, ils s'effacent littéralement dans le tableau pour donner la vedette ensemble à leur sujet. Alors, ce n'est pas le propre des tableaux contemporains qui, on pourrait dire, au contraire, tentent à s'approprier l'objet comme une chose faite de main d'homme. Et la façon de le faire, c'est de laisser de plus en plus de traces visibles de l'intervention du peintre dans son tableau. Si vous regardez un peu en détail le tableau de Renoir ici, vous allez voir que partout, on voit ensemble presque les coups de pinceau. On pourrait presque reconstituer les gestes du peintre à partir des traces qu'elles ont laissées. Et le tableau, donc, dans ce sens-là, marque beaucoup, enfin, disons, reflète beaucoup la présence du peintre. Bon, alors ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est que les tableaux modernes nous ont révélé aussi, ils parlent un peu de la même façon avec cette importance donnée à la fonction critique, nous ont révélé aussi que le tableau n'est pas simplement une chose, mais est aussi un signe. Hein, et qu'à tout prendre, il est plus proche de l'ordre du langage, bien qu'il soit, il faille parler d'un langage non verbal, il est plus proche du langage, dis-je bien, que, disons, de l'ordre des choses. Hein. Il n'a de sens que s'il est, j'allais dire, s'il est perçu, pour reprendre un peu la formule que Berkeley, le grand philosophe anglais, avait lancée comme ça à propos de l'être lui-même. Il dit « exister, c'est être perçu hein. ». Esse est percipi, hein, pour ceux qui ont fait la philosophie comme moi à latin. Alors là, disons, cette façon de concevoir, c'est-à-dire que le tableau n'existe qu'à l'intérieur de ce réseau de communication dans lequel il y a un spectateur qui le regarde et pour qui il fait du sens. Hein. Alors, donc, le tableau comme un signe. Et ça aussi, il va falloir, évidemment, qu'au niveau même du tableau, ça soit senti. Il y a plusieurs types de signes. Il y a ici, par exemple, on pourrait dire que ce tableau est un signifiant, hein, qui renvoie à un signifié parce qu'il ressemble à ce signifié. Vous voyez, le tableau lui-même serait le signifiant, mais la façon dont les personnages ou dont les différents éléments, les arbres, les bateaux, tout ça, même les personnages qui se baignent dans la Seine, la façon dont ils sont peints fait qu'ils ont une ressemblance, une certaine similarité avec les êtres réels dont c'est le portrait ici, si on peut dire, dont c'est la représentation. Hein. Comme Renoir, en somme, a fait de son tableau un signe parce qu'il a réussi à créer une certaine ressemblance avec les choses qui étaient devant lui. Hein. Ce genre de signe qui travaille sur la notion de ressemblance, hein, c'est ce qu'on appelle un signe iconique. On emploie le mot iconique là, dans son sens étymologique, ça vient du grec icon, et icon en grec, ça veut dire une image, tout simplement. Hein. Ce n'est qu'après qu'en Byzance, par exemple, on a utilisé le mot icône pour parler des images par excellence, une icône sacrée, par exemple, une image qui représente les saints ou le Christ ou la Sainte Vierge. Alors ça, c'est un sens particulier. Mais dans un sens très général, on pourrait dire qu'une icône, c'est une image. Un signe iconique, si on veut, c'est un signe qui joue essentiellement sur la ressemblance, sur la similarité. Hein. Or, il y a toutes sortes de degrés d'iconicité. Hein. On pourrait dire que ceci est une espèce d'enfin, que la ressemblance iconographique, surtout si vous prenez des détails de visage ou des choses comme ça, est souvent très ténue, en fait, dans ces tableaux-là. Je ne sais pas si vous avez remarqué ici au bas du tableau la présence d'un chien. Enfin, dès qu'on le voit, évidemment, si on l'isole bien avec la caméra, on peut voir très, très bien qu'il s'agit d'un chien. Mais à première vue, ça a l'air plutôt juste des taches disposées. Autrement dit, on peut avoir plusieurs degrés d'iconicité. On pourrait imaginer des degrés beaucoup plus forts que ça. Et en particulier, je vous parlais de Bouguereau, mais il y en a encore des exemples encore plus frappants, comme par exemple ces fameux exemples de trompe-l'œil. Les peintres américains de la fin du 19e siècle se sont beaucoup spécialisés dans le genre. Le bonhomme qui est tout à fait étonnant dans ce genre-là, c'est Harnett, qui a fait comme ça, enfin, des représentations dans lesquelles vous avez, bon, mettons, un violon ancien, une partition, puis tout d'un coup, une lettre qui est là, qui est représentée de façon tellement réaliste que vous avez l'impression de pouvoir aller la chercher et la sortir de l'endroit où elle est disposée. De même, il a mis en tout petit, dans un coin, un petit bout d'article, si on veut, qui est tellement peint avec minutie qu'on croirait qu'il est vraiment là. D'ailleurs, dans ces trompe-l'œil, des fois, on représentait des dollars comme ça. Et au fond, ça fait presque appel, j'allais dire, à une réaction tactile du spectateur, tellement c'est réaliste. Hein. Alors, à ce moment-là, on pourrait parler d'un signe iconique, mais complètement transparent son objet. Hein.
Si on revient au Renoir, ici, on ne peut pas parler d'un signe complètement transparent, son objet. Au contraire, il y a tellement de présence du peintre là-dedans, on pourrait dire qu'il est opaque un peu. Hein. Il s'affirme comme signe parce qu'on voit il s'agit d'un tableau. Il ne s'agit pas simplement d'une scène où on n'est pas placé à la grenouillère devant des personnes qui se baignent dans la Seine. On est placé devant un tableau de ça. Hein. Le signe s'affirme comme tel. Et c'est ça, quand je vous parlais de dimension critique, c'est-à-dire c'est la même chose que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que là, maintenant, le signe, ça avait toujours été, ça, les tableaux avaient toujours été des signes, mais là, maintenant, il s'affirme comme tel. Et donc, même au péril de l'iconicité ici, dans ce cas-là. Mais on pourrait imaginer des cas de mise en question d'iconicité encore beaucoup plus radicale, comme on en parlera un peu plus loin à propos de l'art abstrait. Mettez un Riopelle, par exemple, auquel on a comparé vaguement, enfin, disons, à ces vues qu'on a d'avion. Enfin, les coups de spatule de Riopelle feraient penser un peu à des champs perçus comme ça au-dessus du sol. Hein. L'autre type de signe qu'on pourrait mentionner à propos de ce tableau-là, c'est ce qu'on appelle un signe indiciel, c'est-à-dire un signe qui joue sur le rapport cause et effet. L'effet est un bon signe de la cause, hein? Comme par exemple la fumée est un bon signe du feu. Et là, bien évidemment, c'est tous les coups de pinceau, les traces laissées par Renoir dans son tableau qui seraient des indices de sa présence. Et on pourrait même dire, dans ce cas-là, ici, que ce que Renoir indique tout le temps, en fait, ce dont il souligne dans son tableau, c'est presque, je dirais, sa vision. Hein? C'est toujours l'indice de son regard qu'on retrouve là. Alors, la prochaine fois, nous allons aborder Van Gogh et Gauguin, qui ont aussi mis en rôle, si on veut, une notion de signe, mais une notion de signe tout à fait différente de celle que je viens d'exposer, qui serait davantage ce qu'on pourrait appeler le symbole.